tunisien. Il y a des interrogations, il y a des crispations sur la manière dont le gouvernement tunisien conduit ses réformes, en particulier la réforme du secteur public pour réduire les déficits. Vous êtes sous pression et donc comment vous voyez, comment sortir de cette période de tension et quelles garanties vous avez pu offrir au FMI pour soulager un peu cette pression? Madame Sophie Blarbi de l'AFP. C'est Kauthar Blarbi de l'agence France Presse. Ma première question est pour monsieur le chef du gouvernement. Est-ce que la Tunisie est toujours ouverte à une reprise des relations diplomatiques avec la Syrie, surtout après l'attaque chimique contre des civils? Et dans le même sens, je pose ma question à monsieur Cazeneuve. Quelle est la position de la France par rapport à l'attaque américaine contre une base aérienne syrienne? Est-ce que vous trouvez que cette attaque est justifiée? Oui, grâce à la société de presse, vous venez de signer une convention, une déclaration d'intention sur la lutte contre la radicalisation. Est-ce que vous pouvez avoir des précisions à ce sujet? Est-ce qu'il serait question, par exemple, de créer des centres de déradicalisation en Tunisie? Il en a été question dernièrement. On voudrait avoir des précisions, une confirmation sur ce sujet. Merci. Merci, Sophie. Merci. Pour répondre à la question sur le Fonds monétaire international, nous en parlions tout à l'heure avec M. le Premier ministre. La Tunisie est engagée, bien évidemment, dans un programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons aujourd'hui beaucoup avancé. Nous avons probablement eu un peu de retard l'année dernière. En ce moment, nous avons beaucoup avancé. Il y a une mission FMI en Tunisie pour finaliser la relation et débourser la deuxième partie du programme FMI. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'aujourd'hui en Tunisie, il y a un retour de la croissance, avec le retour de l'activité touristique, notamment en provenance de France. Nous avons vu pendant les 2 premiers mois de l'année un retour très important des touristes français. Nous avons un retour de la production, nous avons un frémissement, je dirais, très important pour un retour de la croissance et bien sûr nous avons des déficits et des situations difficiles sur les finances publiques qui est somme toute normal après une révolution et après qui a engendré beaucoup d'attentes et une demande sociale très forte après la révolution. Les gouvernements successifs ont été obligés de recruter dans la fonction publique. Cela alourdit les dettes et les déficits publics. Il faut souligner aussi que la question sécuritaire est très importante. La Tunisie a quasiment multiplié ses budgets pour les ministères de la Défense et de l'Intérieur pour lutter contre la menace terroriste. Cela, bien sûr, explose les déficits. C'est des données qu'il faut prendre en considération. C'est ce que nous expliquons aux amis du FMI, que la Tunisie, ce n'est pas uniquement une question arithmétique ou monétaire, c'est un enjeu géostratégique. La Tunisie protège les frontières sud de l'Europe et bien sûr, avec l'aide de nos amis européens, français particulièrement, nous sommes sûrs que nous allons dépasser cette période difficile. Le retour de la croissance est là. C'est la Tunisie qui faisait une croissance supérieure à 5% avant. La révolution a un coût. Le coût politique a été un ralentissement les dernières années. Maintenant, nous avons réussi la transition démocratique et politique. Nous enchaînons un redécollage économique qui va définitivement renforcer la jeune démocratie tunisienne et l'entrée dans le camp des démocraties développées et modernes. Il y avait d'autres questions sur la Syrie. Nous avons condamné les attaques par les armes chimiques, bien sûr, et nous avons appelé à ouvrir une enquête pour déterminer les coupables et appliquer la loi de la légalité internationale. Sur les événements récents, nous allons publier un communiqué cet après-midi pour exprimer la position officielle de la Tunisie par rapport à ce qui s'est passé.
Sur les différentes questions qui ont été posées, qui s'adressaient alternativement à l'un à l'autre ou aux deux ensemble, sur le premier sujet, je n'ai pas bien entendu de commentaires à faire sur les relations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international. Ce que je peux dire cependant, compte tenu de ce que sont nos relations bilatérales sur le plan économique, c'est d'abord le courage des réformes qui ont été engagées par le gouvernement tunisien et les effets de ces réformes pour créer un climat à destination des entreprises, un écosystème qui permet à ces dernières de pouvoir investir durablement en Tunisie en étant garanti que cet investissement fera l'objet d'un retour en termes d'emploi, de croissance et de résultats. Ces réformes sont très importantes. Vous venez de passer au Parlement un ensemble de dispositions destinées à améliorer considérablement le climat économique, les conditions d'investissement, les conditions d'accueil des entreprises. Il y a un effort très significatif de la Tunisie pour renforcer son attractivité. Vous avez pu remarquer que nous sommes aux côtés de la Tunisie pour que celle-ci puisse accueillir dans les meilleures conditions de sécurité des touristes qui reviennent et que nous appelons à revenir en Tunisie parce que c'est un pays extraordinaire, que l'on a plaisir à découvrir, qui est un pays chargé d'histoire avec des sites et des paysages exceptionnels, et que le tourisme est un des facteurs de la croissance en Tunisie, puisque je crois, monsieur le chef du gouvernement, que le tourisme fait 14% de l'activité économique sur l'année. Donc voilà, exactement, en direct seulement. Donc voilà, nous disons au gouvernement tunisien que les réformes qui ont été engagées sont significatives, qu'elles contribuent au retour d'un climat et de la croissance, que nos industriels et entreprises qui sont là ont confiance, et cette confiance, je veux quand même l'affirmer devant vous, parce qu'elle est un élément consubstantiel à la relation bilatérale entre nos deux pays. Sur la question de la Syrie, je me suis exprimé ce matin, après que le président de la République, avec la chancelière, s'était exprimé lui-même, et ce que nous avons dit n'est pas une surprise. Il n'y a pas de solution pour la Syrie en dehors du processus engagé par la résolution 2254 du Conseil des Nations Unies, en dehors du processus de Genève qui vise à créer les conditions d'un dialogue politique permettant une transition politique elle aussi inclusive, seule de nature à ramener la paix. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces attaques chimiques sont une indignité qui mérite la plus grande fermeté de la part de la communauté internationale, et comme l'ont indiqué le président de la République et la chancelière dans leur communiqué commun, la réponse doit se faire dans un cadre multilatéral et dans le respect de la légalité internationale, et avec la volonté de faire en sorte que cette solution politique puisse émerger. Enfin, ce que nous avons engagé et fait depuis 2013, qui reposait sur la logique que je viens d'indiquer, se révèle à l'aune des événements récents comme parfaitement justifié au regard du contexte et du jeu des acteurs. Et que ces événements montrent la lucidité du regard qui a été porté par une grande partie de la communauté nationale et par notre pays concernant la situation en Syrie, et qui doit nous conduire à continuer à faire pression sur un certain nombre de partenaires de la Syrie comme la Russie et l'Iran, pour que les principes de droit international que je viens de rappeler, qui sont seuls de nature à permettre une solution politique, puissent prévaloir. Voilà quelle est la position de la France. Sur la question de la déradicalisation, nous avons nous-mêmes conduit des expériences. C'est un sujet que nous devons traiter là aussi, chacun dans nos responsabilités et ensemble, puisque un certain nombre de nos ressortissants sont partis sur le théâtre des opérations terroristes en Irak, en Syrie, qu'ils reviennent, et que nous avons, lorsqu'ils reviennent, ou avant même qu'ils ne partent, ceux qui sont tentés de partir, à les traiter pour éviter que ce processus de radicalisation conduise à des crimes terroristes. Comment le faire? D'abord, il y a le rôle déterminant joué par Internet dans la propagation des messages diffusés par les blogs et les sites qui appellent les provoques au terrorisme. Nous avons fait un travail considérable de ce point de vue-là en France, en prenant contact avec les compagnies Internet, en prenant des dispositions législatives qui bloquent les sites qui appellent les provoques au terrorisme, en essayant de développer à travers Internet ce que l'on appelle un contre-discours. Et le site que nous avons mis en place, Stop Djihadisme, parmi d'autres initiatives, contribue à. Il y a la relation avec les représentants de l'islam qui, en France, ont permis de renouer une relation
et de faire des musulmans eux-mêmes, qui sont souvent les premières victimes des attentats, des ambassadeurs de la paix et de la tolérance. C'est un élément important que d'essayer de promouvoir ce discours porté par les musulmans eux-mêmes. Il y a les échanges entre la société civile, c'est au cœur de ce que nous avons signé, pour faire en sorte que les Tunisiens et les Français se parlent et promeuvent ensemble les valeurs que nous avons en partage. Et puis, il y a tout ce que l'on peut faire par la mobilisation des collectivités locales, de l'État, de la justice, pour accompagner au plus près les familles dont les membres sont engagés dans des actions soumises à la propagande des islamistes, de manière à pouvoir, par un ensemble de concours qui peuvent prendre des formes diverses, les accompagner individuellement vers des processus de radicalisation. Voilà ce que la Convention contient. C'est donc un projet de long terme, riche d'opportunités, et là aussi de coopération entre nous. Merci.